Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Depuis quelques semaines, des heurts secouent les deux provinces anglophones du Cameroun. Et donc, depuis Paris, avec nous, Abdelaziz Moundé, il est journaliste, activiste dans les réseaux sociaux. Aziz, vous nous recevez? Parfaitement. Comment allez-vous? Oui. D'abord. Oui, allô, Juvénal. Oui, une fois de plus, bonsoir. Oui, je me le 5 sur 5. Très bien. Alors, dites-nous, que comprendre en fait de ces heurts qui secouent les deux provinces anglophones du Cameroun? Alors, il faut dire que depuis le 8 novembre, un appel de grève des avocats de la partie anglophone qui appartiennent au barreau du Cameroun, il faut le dire, a été lancé, suite auquel une marche dans les rues de Bamenda a eu lieu, qui a été dispersée par la police, fortement réprimée. Les avocats cette marche a suscité, et cette répression surtout, a suscité une levée des boucliers dans l'opinion publique camerounaise. Et donc, depuis le 8 novembre, il y a eu un autre mouvement de grève lancé par les enseignants une semaine après, effectivement, qui a littéralement embrasé la ville, puisque des manifestations ont suivi. Une situation de débordement, puisque le gouvernement a dû déployer des forces de l'ordre, des anti-émeutes pour pouvoir calmer les populations. Avec nous également, j'espère que les choses sont calées du côté de la technique. Il s'appelle Boris Berthold. Il est de ceux qui également permettent aux internautes de suivre ces événements. Boris Berthold, vous nous recevez? Nous allons directement en Gambie où la justice a ordonné la libération de M. Darboué. Le tribunal gambien a ordonné donc hier lundi la libération sous caution du principal chef de l'opposition, M. Oussano Darboué, et des 18 co-prévenus. Ces derniers donc avaient été condamnés à 3 ans de prison ferme en juillet pour participation à une manifestation non autorisée. Cette décision intervient 3 jours après l'annonce de la victoire du candidat de l'opposition à la présidentielle. Au pouvoir depuis 22 ans, l'ancien chef de l'État gambien, Yaya Jammeh, avait déclaré lors de sa campagne que les leaders de l'opposition emprisonnés ne seraient jamais libérés. Comme le veut le procès, nous allons commenter ces informations avec nos invités. Nous reviendrons par la suite sur notre sujet de réflexion de ce soir, qui est effectivement les heurts qui secouent les deux provinces anglophones du Cameroun et surtout la répression sanglante qui accompagne ces heurts. Abdelaziz Moundé, quelles leçons tirées de ce qui se vit en Gambie, le départ de Yaya Jammeh? Alors, c'est vrai que la situation de la Gambie était très, très surprenante pour ceux qui ont l'habitude de recevoir des nouvelles, à la fois des frasques et puis justement des incartables de M. Yaya Jammeh, qui est réputé pour ses sorties médiatiques et surtout pour la férule avec laquelle il dirige le pouvoir. Et que la victoire d'Adama Barrow a été plutôt perçue comme à la fois un bol d'air et une surprise. Un bol d'air, pourquoi? Parce que la culture de l'alternance doit s'ancrer en Afrique de manière systématique. On sait très bien qu'après 20 ans, après 30 ans de pouvoir, comme c'est le cas au Cameroun par exemple, il est difficile pour l'opposition, quand elle n'a pas une stratégie bien assise, de pouvoir accéder au pouvoir. C'est la raison pour laquelle, effectivement, le cas gambien est très intéressant, surtout que Adama Barrow a su réunir autour de lui une bonne frange de l'opposition et des mouvements citoyens qui ont longtemps combattu, qui se sont activés. Vous avez donné l'information tout à l'heure concernant des opposants qui étaient en prison. Donc Adama Barrow a eu l'intelligence, effectivement, de rassembler autour de lui
une coalition, ce d'autant plus que l'élection est à un tour en Gambie. Donc, ce sont des élections coup près, en général, qui sont remportées par le parti au pouvoir. Donc, c'est une double performance, à la fois faire tomber une figure comme Yaya Jammeh qui s'était vraiment ancrée au pouvoir, et ensuite être un modèle pour les autres oppositions africaines qui peuvent, le temps d'une élection, taire leurs égaux, partir sur une base programmatique, un dénominateur commun, pour renverser un système ancré. Bien, je me tourne vers la technique pour savoir si les choses sont mises en place pour recevoir Boris Berthold. Est-ce que vous nous recevez, Boris Berthold? Oui, Juvenal, je vous reçois. Je ne sais pas si la ligne effectivement est parfaite actuellement. Très bien. Le signe qui m'a été donné du côté de la technique donc, est confirmé. Boris Berthold, alors, on parle de la Gambie et on voit un scrutin qui se déroule et Yaya Jammeh qui était au pouvoir depuis 22 ans laisse la main. Comment interpréter? Quelle lecture faites-vous de ce départ? Il faut avoir une lecture plurielle, de mon point de vue. C'est-à-dire, la première lecture, c'est justement tout l'enthousiasme suscité par ce changement politique à la tête de la Gambie, qui est quand même l'une des rares depuis quelques mois où on a l'impression d'avoir un retour des systèmes autoritaristes en Afrique et une mise à mal des mécanismes institutionnels du point de vue démocratique. Donc, le départ de Yaya Jammeh, qui, rappelons-le, et Abdelaziz Moundé, que je salue au passage, qui prend part à ce débat, a bien fait de le dire, avait quand même 22 ans et n'avait pas une étiquette de démocrate et de respecteur des libertés publiques et autres. Donc, le premier signal fort, c'est justement celui de l'alternance politique, c'est celui de changements institutionnels à la tête des États qui sont possibles encore sur le continent, au-delà des derniers scrutins électoraux au Congo, au Tchad et au Gabon, qui ont de manière générale donné l'impression que le continent pouvait continuer à se situer en marge de l'histoire. Ça, c'est pour le premier. La seconde leçon qui mérite quand même d'être soulevée, c'est celui du rapport de force à la fois interne et externe, parce qu'il faut le dire, le pouvoir absolu corrompt absolument, donc il n'est pas toujours facile pour des autocrates de se maintenir au pouvoir s'ils ne sont pas contraints. On sait que Yaya Jammeh avait récemment échappé à une tentative de coup d'État militaire, déjà. Donc, il y avait une certaine fracture au sein de l'administration gambienne. Et là également, il a réussi à coaliser autour de lui un ensemble d'acteurs de l'opposition qui, justement, ont permis d'inverser à la fois le rapport de force du point de vue populaire, mais également rapport de force du point de vue institutionnel. Ce n'est pas anodin que ce soit un militaire qui est publiquement déclaré que Yaya Jammeh acceptait de partir, et c'est non plus anodin qu'au moment où les premières rumeurs de défaite de Yaya Jammeh ont commencé à être diffusées par des médias occidentaux, notamment BBC, RFI, News 8, la police soit intervenue pour demander à la population de vaquer à leurs occupations. Ça montre très bien que entre le moment où justement les rumeurs sont mises à circuler et l'annonce de Yaya Jammeh, il y a eu tout un ensemble de mécanismes, de manœuvres et peut-être de dynamiques de contrainte pour l'amener à partir. Merci Boris Berthold. L'élection présidentielle est prévue demain mercredi au Ghana. La campagne électorale dont a pris fin hier lundi sur une note de satisfaction des Ghanéens qui ont salué le climat de paix qui a marqué cette campagne. L'un d'eux espère que la paix va régner. Ne nous battons pas et vivons ensemble, on doit continuer ainsi, espère-t-il. Un autre dit croiser les doigts et prier pour qu'il n'y ait pas de violence et il souhaite que la paix puisse continuer. Dans son discours de clôture, le président John Mahama a invité ses concitoyens à continuer de préserver ce climat de paix dans la paix.
Il a insisté, je cite, sur la nécessité de préserver ce climat de paix. Cela fait la fierté du Ghana et le fait que c'est un pays stable et pacifique d'Afrique. Le procès de Dominique Owen a commencé ce mardi devant la Cour pénale internationale. L'ancien commandant de l'armée de résistance du Seigneur est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis entre 2002 et 2005 dans le nord de l'Ouganda. Dominique Owen s'est présenté en victime de la LRA face au juge de la Haye. En effet, il avait été enlevé à l'âge de 14 ans par les miliciens ougandais, mais avait ensuite rapidement grimpé les échelons de la milice jusqu'à en devenir l'un de ses principaux commandants. Son chef des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre pour des meurtres, des actes de torture, des attaques contre des civils, des pillages, des viols, des mariages et des grossesses forcées. Mais Dominique Owen a rejeté ces accusations. Radio Pluriel, numéro 1 sur la diversité. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés. Mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Bien, le décor est donc implanté. Pour notre débat radiophonique de ce soir, nous allons réfléchir sur la situation qui sévit dans les deux provinces anglophones du Cameroun où depuis plusieurs jours, des heurts secouent ces villes, ces violences qui sont parties de simples revendications pacifiques. Pour nous rappeler les faits, je me tourne vers Boris Berthold. Pouvez-vous, vous qui nous permettez aujourd'hui aux internautes de pouvoir suivre, on va dire heure par heure, ce qui sévit dans ces deux villes. Que se passe-t-il concrètement dans les villes de Buea de Bamenda ces derniers temps? Je ne vais pas faire la chronologie que Abdelaziz Moundé a justement très bien rappelé dans son propos introductif tout à l'heure, notamment en relevant qu'il s'agissait d'abord d'une manifestation des avocats anglophones réprimée violemment par la soldatesque du régime de M. Biya au pouvoir depuis 34 ans, plus précisément depuis 1982. Et ces revendications ont gagné les enseignants dès le 21 novembre qui ont décidé d'arrêter les cours ayant posé un certain type de revendications. Mais le point focal, et il faut le rappeler, qui a suscité l'indignation à la fois nationale et internationale, c'était justement la répression barbare d'une manifestation d'étudiants. Une semaine plus tard, à savoir le 28 novembre dernier, sur le campus de l'université de Buea, alors qu'ils revendiquaient tout simplement le paiement de la prime à l'excellence, c'est-à-dire la prime à l'excellence, c'est une prime sous forme de bourse attribuée par le chef de l'État depuis 2010 aux étudiants des universités du Cameroun. Et également, il revendiquait la suppression d'un montant de 20 000 francs, de 10 000 francs autant pour moi, qui était exigé en cas de retard de paiement des droits universitaires, qui s'élève également à 50 000 francs comme la prime à l'excellence au Cameroun. Donc, ces revendications ont été brutalement reprimées par les forces de l'ordre, et c'est justement cette répression qui a manifestement amené l'opinion nationale et internationale à porter un plus grand regard sur les régions. Sur cette situation. Merci Boris Berthold. Et du coup, certains observateurs ont
plutôt fait de conclure que ces provinces-là, les populations sont les plus mal loties. Et du coup, d'autres même ont appelé à à la sécession. Dites-nous, Abdelaziz Moundé, pourquoi attendre ce genre d'événement pour ce genre de revendication, la sécession? Oui, déjà, effectivement, Boris, mon cher Boris, à qui je dis bonsoir, fait un travail formidable parce que le relais de ce type de revendication, le relais de ce type d'action n'était pas fait systématiquement au Cameroun jusqu'alors. Aujourd'hui, on se rend bien compte que dans des parties du Cameroun, notamment les deux régions anglophones de l'ancien Southern Cameroun, couvaient à la fois un ressentiment, mais très très teigneux, mais également aussi une structuration d'un discours, un discours de marginalité, un discours de sécession et un discours aussi de rupture avec à la fois le pouvoir central, mais aussi la question de l'intégration nationale. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la question de l'anglophonie ou de la francophonie n'est pas simplement une question linguistique, c'est aussi une question socio-culturelle, c'est aussi une question politique. En réalité, ces héritages de la colonisation ont déposé une sorte de couche successive qui se traduisent par des habitudes, des façons d'être, de faire sur le plan juridique, sur le plan politique, sur le plan culturel, qui sont tellement ancrés que nous, de la partie francophone, on a oublié complètement cela et que tout le processus constitutionnel qui a abouti à la réunification en 61, à l'unification unilatérale en 72, à la création du parti unifié par Ahidjo en 66 et aussi tout simplement à la reprise en main par les francophones de tout le processus politique, de tout le dispositif constitutionnel, a fait que les anglophones, ceux de Yaoundé, comme les appelait Bernard Fonlonde, qui était en fait la bourgeoisie et qui composait avec M. Ahidjo, et ceux de l'intérieur, dont Abamenda Ebouya, étaient en rupture progressive avec la nation. Et aujourd'hui, on voit ressurgir ça un peu comme une sorte de conflit latent, un peu comme une sorte de problème oublié, et tout le monde en est surpris. Pourtant, véritablement, la conférence tripartite en 91, et puis également avec la lettre de démission de Foncha en 90, parce que Foncha était vice-président du RDPC, il a été grand chancelier des ordres nationaux, et il est parti parce qu'il n'était plus d'accord avec la façon dont le pouvoir a été géré. Tout cela a été récupéré d'une part par le SNC, le SAD Cameroun National Council, qui est un mouvement sécessionniste, d'autres partis politiques comme le SDF qui prônait le fédéraliste et qui avait une base militante qui était dont le gros des troupes étaient dans les provinces, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et puis également d'autres bords politiques qui n'étaient pas encartés là-bas. Aujourd'hui, on a donc ce magma, aujourd'hui, on a donc cette explosion qui se retrouve dans des revendications corporatistes, Boris l'a rappelé, avec les avocats, avec les enseignants. Et depuis quelques jours, de manière très très ouverte et très claire, des revendications d'autonomie, de fédéralisme ou de sécession. Lorsque je vous entends, Abdelaziz Moundé, je comprends simplement qu'il y a des populations anglophones du Cameroun qui ne sont pas toutes logées à la même enseigne. C'est bien cela? Oui, elles ne sont pas logées à la même enseigne, mais la problématique même. Il y a une problématique générale au Cameroun, à la fois d'aménagement du territoire, de redistribution des richesses. C'est une première couche, donc qui couvre l'ensemble du territoire. Les provinces septentrionales du Cameroun sont les moins loties en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de route. Pourtant, c'est une base électorale du président Biya. On sait très bien que l'extrême nord est considéré comme ils disent là-bas, la fille aînée du renouveau et que c'est un bastion électoral. Mais les traductions sur le plan du développement ne sont pas effectives. Donc, sur le plan de l'aménagement du territoire, le Cameroun, l'ensemble de la République est à la même enseigne. Donc, ça se double pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest de frustrations qui, je l'ai rappelé tout à l'heure, je l'ai dit, sont liées à l'histoire du Cameroun. Depuis la conférence de Fumban, depuis l'acte de réunification et les traductions politiques qui n'ont pas été respectées. C'est ce qu'il faut dire. Et donc, il y a une partie de la classe politique ou de la partie francophone qui nie le problème. C'est ce qu'on appelle généralement la poussière sous le tapis, et ça ne permet pas de régler le problème parce qu'il faut bien analyser les problèmes, faire les bons diagnostics pour trouver les solutions. Or, nous n'avons pas les bons diagnostics. Nous avons un déni qui est fait de la part du ministre
Laurent Esso de la Justice, par exemple, lors de son point de presse conjoint avec le ministre Tiroma, un déni d'une situation qui est réelle. Il y a effectivement un Cameroun précolonial, mais il y a aussi un Cameroun colonial. Personnellement, moi, je suis pour effectivement un travail intellectuel de fond pour que le Cameroun puisse dégager une voie originale. Mais c'est en partant de l'existant, c'est-à-dire que de ces spécificités culturelles qui sont ancrées au Cameroun qu'on ne peut pas du tout nier et que la solution de cette question, elle est éminemment politique, elle ne réside pas uniquement dans des satisfactions corporatistes du type état généraux de la justice ou des recrutements massifs d'enseignants, mais c'est une solution politique qui doit permettre effectivement que ces populations qui souffrent doublement de l'absence d'infrastructures, de l'absence de redistribution équitable de richesses, et qui également on sont frustrés parce que le bilinguisme est une proclamation qui n'est pas effective en réalité au Cameroun. Donc il est clair que ça couve. Et comme ça couve, est-ce qu'il y a le risque que ce qu'on vit aujourd'hui dans les deux provinces anglophones du Cameroun puisse entraîner une escalade de violence dans d'autres villes du pays? Alors, il y a aussi là une marque culturelle très importante. Là-bas, cette région du Cameroun, vous savez, ils ont une tradition de revendication, de parlementarisme où l'autonomie des populations est réelle. Et ils savent revendiquer, ils savent se déporter, ils savent se déployer, s'organiser pour cela. Ce qui n'est pas toujours le cas dans la partie francophone qui a subi à la fois la répression. Vous savez très bien qu'au Cameroun, en 1955, sous le régime colonial français, 55, à partir de 62, les ordonnances de 62 qui ont réprimé les libertés, et puis aussi le train de répression à la fois subtil ou parfois barbare, comme l'a rappelé tout à l'heure Boris Berthold pour le cas de Boué l'autre jour, ont tétanisé et neutralisé un certain nombre de revendications dans la partie francophone. Là-bas, ils savent s'organiser, là-bas, ils savent aussi dire non, là-bas, ils savent aussi marcher pour leurs droits. Je pense que c'est une spécificité. Alors, quand à l'embrasement au Cameroun, on voit très bien comment le pouvoir se démène pour circonscrire le problème à ces deux régions-là, le ramener à des questions corporatistes pour pouvoir effectivement le contrôler et le neutraliser. Il va sans dire que la situation sociale et la grogne qui est celle du nord-ouest et du sud-ouest peut très bien survenir ou advenir dans d'autres régions du Cameroun qui connaissent les mêmes difficultés sur le plan social. Et comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans une situation de fin de règne au Cameroun qui, si elle n'est pas gérée de manière conséquente, peut générer un chaos inextricable. Songez simplement que ce qui se passe à Bouéa, à Bamenda, sur des bases politiques et corporatistes, puisse essaimer ailleurs, dans des régions qui sont encore moins bien loties, même dans la région du Sud Cameroun, qui est la région d'origine du président Biya. Donc, en fait, pour me résumer, il y a une culture de revendication. Je rappelle quand même que c'est en mai 90 à Bamenda, effectivement, que le coup d'envoi sur le plan symbolique justement de la revendication pour le retour du multipartisme a été lancé, bien sûr après l'arrestation de Yondo Black, Anissé Kane et Henriette Ekouin. Mais c'est là-bas que massivement on s'est déporté, donc l'histoire se répète un tout petit peu. J'entends ce que vous dites, Abdelaziz Moundé, et du coup, ce qui est fort inquiétant aujourd'hui, c'est Boris Berthold qui est avec nous ce soir régulièrement, tout comme vous aussi, et d'autres confrères journalistes ont relayé ces informations, et d'autres internautes même, ces images assez, on va dire, sauvages, barbares et ridicules même pour les forces de défense du Cameroun. On a vu des militaires pratiquement traîner dans la boue et frapper des populations civiles. Comment expliquer, comment comprendre cette répression? La question, je la pose à Boris Berthold. Oui. Vous me recevez? Parfaitement. La question est qu'est-ce qui peut expliquer une répression aussi barbare? La répression s'inscrit dans la nature de l'État du Cameroun, c'est-à-dire que c'est un État colonial, il ne faut pas l'oublier, c'est un État qui est né dans la violence, qui a été enfanté dans la barbarie et qui utilise justement cette barbarie et cette violence. Boris Berthold, votre tableau, il est très sombre là. Allez-y, continuez. C'est un instrument qui utilise justement cette barbarie, cette violence pour structurer les imaginaires et asseoir son pouvoir. Le simple problème
qu'a posé les violences de Boya plus particulièrement, c'est parce que les réseaux sociaux qui se développent à une très forte vitesse au Cameroun ont permis à de nombreux Camerounais qui sont encore jeunes, parce qu'il faut dire que 65% de la population camerounaise a moins de 27 ans, donc 65, et a permis donc à ces jeunes de découvrir dans quel type de système ils évoluent, éventuellement dans quel type d'environnement ils vont grandir. Mais en soi, la violence de Boya est symptomatique même de la mécanique d'oppression qui justement permet à ce régime de se maintenir au pouvoir en créant et en produisant la peur. Il est clair que fonctionner comme le régime de Yaoundé a toujours fonctionné par la répression violente, barbare, semble ne pas arrêter les Camerounais. La question que je voulais savoir aujourd'hui est, demain, si M. Biya n'est plus là, à votre avis, est-ce que ça pourra changer? Bruce Berthold. Je suis pas divin, je peux pas prévenir ce qui pourra se passer, mais si je me limitais à une analyse sociologique des comportements actuels, je dirais que ce discours sur Biya et le chaos, justement, participe de toute une logique du pouvoir pour sacraliser l'individu et construire et produire justement cette peur dont je faisais allusion. Parce qu'un pays ne peut pas vivre éternellement dans une fiction imaginaire du chaos après son leader. C'est-à-dire que c'est des lectures qui appartiennent essentiellement à des sociétés autocratiques, à des dictatures. Donc, après M. Biya, il y aura forcément de nouvelles situations qu'il faudra gérer, mais on ne peut pas agir comme si M. Biya, aujourd'hui, présentait l'alternance la plus crédible pour une paix perpétuelle au Cameroun, ce qui n'existe pas. Donc, je crois également que dans la manière où nous présentons les situations, dans la manière où nous abordons l'avenir du Cameroun, il faut tout à fait éviter de récupérer ce discours produit par l'appareil d'État qui a justement pour objectif de nous amener à ne pas penser au-delà de la personne de M. Biya. Donc rien ne peut dire qu'après M. Biya, il y aura le chaos, tout comme rien ne peut dire qu'après M. Biya, il y aura pas le chaos, mais tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'il est toujours nécessaire pour qu'un pays avance, pour qu'un pays se progresse autant pour moi de renouveler l'élite politique et la classe politique. Alors, ce renouvellement, à votre avis, il pourrait venir d'où? Étant donné que toute tentative même d'expression pacifique des populations passe toujours par une répression barbare, comme vous l'avez si bien décrit. Abdelaziz Moundé, d'où peut venir en fait ce changement, à votre avis? Alors, tout à fait sur la question du chaos, des spectres qui peuvent être agités comme ça. On a vu des autocrates sur le continent africain, Mobutu en l'occurrence, la théorie du après moi c'est le chaos. Elle procédait de quoi? Elle procédait de deux choses. C'est la logique du système, ce sont les mécanismes de répression, et c'est aussi un imaginaire qui est peuplé, un imaginaire qui était alimenté par la construction d'une figure, justement, c'est celle de l'homme nécessaire, l'homme absolu, l'homme providentiel. Alors, les mécanismes au Cameroun ne sont pas loin de cela. C'est-à-dire que vous avez la dernière CAN féminine qui était un exemple, une assomption du culte de la personnalité, ou encore d'autres types de traitement de l'actualité dans la presse dite à capitaux publics, effectivement, qui renforce cette image. Il y a une forme de tétanisation, de polarisation, de fixation des Camerounais sur la personne du président de la République ou de celui qui pourrait l'être. Quand vous interrogez les Camerounais, moi j'en interroge beaucoup, je discute avec beaucoup de Camerounais au quotidien, ils vous disent toujours que c'est quelque chose mais qui prend aux tripes, qui vous cause des crampes à ceux qui s'interrogent justement sur l'avenir. On vous dit on ne voit pas qui après le président, on ne voit pas qui pourrait remplacer le président. C'est symptomatique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe.
Et que quand adviennent effectivement les situations qui ne sont pas simplement des pruries spontanées, qui sont des choses qui sont aussi préparées parce que ça couvre. Quand vous avez la grogne sociale, quand vous avez des situations de pauvreté aussi endémiques, quand vous avez des situations d'enrichissement illicite dans un pays qui sont légitimées, quand vous avez effectivement ce blocage dans le renouvellement des élites, dans le renouvellement de la classe politique ou la confiscation du terme élite par ceux qui vont négocier leur part du gâteau national, il y a des conditions qui sont réunies. Je ne sais pas si on appellerait ça le chaos ou si on appellerait ça le désordre ou la violence. Les conditions qui sont réunies pour des formes d'explosion. Je ne sais pas comment elles peuvent s'exprimer. Mais en tout état de cause, effectivement, pour revenir de manière plus précise à votre question, il y a un redéploiement au niveau de l'opposition. On a vu l'avènement d'un parti comme le MRC de Maurice Kamto qui a fait un tout petit peu bouger les lignes lors des dernières élections législatives. On voit très bien que des partis classiques de l'opposition comme le SDF et l'UDC peinent effectivement à renouveler leur machine, tout au moins au sommet, avec deux présidents qui sont là depuis 91, comme l'essentiel des partis politiques qui comptent. On a des mouvements dits citoyens, la société civile, avec des gens comme Bernard Dionga, qui sont venus de la société civile et qui ont décidé d'entrer en politique, qui essayent de rafraîchir ou de ravaler tout au moins la façade. C'est quelqu'un qui est légitime parce qu'il a appartenu au mouvement paysan, il a des solutions iconoclastes sur le plan agricole ou agronomique pour une indépendance, pour une souveraineté alimentaire, etc., etc. On a des jeunes comme Valzero et d'autres qui essayent d'impulser dans le modèle de Y'en a marre ou Balai Citoyen dans des pays comme le Sénégal qui a amorcé ce qui était précurseur dans ce mouvement ou encore le Burkina Faso. Donc on a un tableau comme ça partout successif qui semble être impressionniste. Et donc l'idée qui rejaillit, c'est que c'est encore quelque chose d'incertain, puisqu'on n'a pas encore de vrais dispositifs en termes de plateforme, sur le plan programmatique, en termes de perspective, en termes de vision, qui pourraient découler. On a parlé du cas gambien tout à l'heure sur effectivement un rapport de force qui permettrait à l'opposition d'une part d'avoir des chances de pouvoir transformer, de pouvoir accéder au pouvoir par la voie des élections. On a aussi l'impression également qu'en termes de personnel politique, il y a des jeunes au Cameroun qui sont absolument remarquables, qui sont des lanceurs d'alerte, des leaders d'opinion, etc., mais qui n'ont pas de mouvement suffisamment fort pour pouvoir garantir un renouvellement effectif de la classe politique. Donc, en fait, le double travail qu'il faut faire, de mon point de vue, pour que ce renouvellement soit effectif du côté des forces d'alternance ou d'opposition, c'est qu'à la tête de ces partis politiques traditionnels de l'opposition, le FDF, l'UDC, vraiment qui est un signal de ce point de vue-là, que la société civile également puisse avoir des plateformes plus solides, plus en synergie, et également aussi au sein de la diaspora, effectivement, comme on l'a vu dans d'autres pays, qui est un lien plus étroit pour que effectivement on puisse voir d'ici les prochaines échéances et dans un avenir encore plus lointain, effectivement la classe politique se renouvelait au Cameroun. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux qui prennent le train en marche, que maintenant nous recevons Abdelaziz Moundé Jibam, journaliste, activiste dans les réseaux sociaux, et l'autre invité également, Topaleni, s'appelle Boris Bertol, lui aussi journaliste, également activiste dans les réseaux sociaux. Ils nous ont permis de vivre cette dernière semaine et aujourd'hui également ces événements qui se vivent dans les deux provinces anglophones du Cameroun. Certains ont tôt fait de voir également un début ou bien une volonté de sécession et on s'interroge si on en est là. Abdelaziz Moundé nous éclairer donc sur cette difficulté à pouvoir répondre, à trouver une solution pacifique à ces revendications qui, au départ, sont légitimes pour ces populations. Boris Bertol, vous êtes juriste, vous avez fait également de la recherche. Est-ce que, à votre avis, aujourd'hui, les revendications qui sont aujourd'hui légitimes dans les deux provinces anglophones du Cameroun peuvent trouver également... Est-ce que dans d'autres provinces, on peut voir des revendications naître comme cela? Boris Bertol. Oui, c'est une évidence et
c'est une évidence dans la mesure où il faut déjà, dans un premier temps, au-delà du fait qu'on devrait reconnaître la spécificité du problème anglophone, qui est justement un problème lié à la mise en place pendant la période britannique qui va de 1922 à 1961 de tout ce qu'on peut appeler un système de valeurs, c'est-à-dire une culture qui a permis de transmettre aux ressortissants de cette région un ensemble de signes, de représentation de l'État, de représentation de leur avenir, de représentation de leur engagement dans la fédération. Et donc, il y a eu tout un système de valeurs qui s'est mis en place au-delà de la langue, qui permet de donner une certaine spécificité à ce qui est connu comme la communauté anglophone. Ce n'est pas pour rien que la Commission des droits de l'homme et des peuples parle de peuples anglophones. Donc, on le reconnaît déjà même du point de vue international, une certaine spécificité. Maintenant, pour revenir à votre question sur la capacité d'une extension de ce type de revendication dans les autres régions, c'est tout à fait possible, d'où la stratégie du gouvernement actuel de déployer dans l'espace public un discours de fracture autour des identités anglophones et francophones, justement, qui permet de maquiller les revendications de fond qui sont celles connues par la plupart des régions du Cameroun: absence de routes, absence d'eau, absence d'infrastructures, marginalisation politique. Si vous remarquez très bien, c'est à partir de Boko Haram que nous avons eu des informations assez suffisantes, surtout de la précarité que connaissaient les populations de l'extrême nord et qui justement a permis à la secte islamiste Boko Haram de recruter parmi les jeunes qui étaient largement au chômage, dans le sous-développement de la région du nord-ouest et celle du sud-ouest est justement presque le même qu'on peut observer dans d'autres régions au sud, à l'est du Cameroun, qui produit pourtant beaucoup de richesses avec le bois, dans le littoral, dans le centre, où à 20-30 km de Yaoundé, on n'a plus de route. Donc la question anglophone, en fait, pose même celui de la crise de l'État postcolonial, c'est-à-dire la crise de la gouvernance, la crise du modèle de gouvernance, la crise de la conception du pouvoir, de l'appropriation du pouvoir, de la gestion des ressources au sein des États postcoloniaux. Donc c'est sous cet angle-là qu'il faut également aborder la question anglophone, tout en leur reconnaissant une certaine spécificité en termes de minorité, vu justement la trajectoire historique que ce peuple a connue. Ceci, d'où pourrait venir, nous sommes dans les dernières minutes de notre magazine, d'où peut venir la solution? La parole à Blaise Moundé. Alors, la solution parce que là, je ne sais pas si c'est la solution pour le Cameroun de manière générale ou pour la crise actuelle dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les provinces. Le Cameroun en général. Alors oui, pour le Cameroun, alors c'est un vaste exercice. Parlant du Cameroun, il y a 3 points. La première, vous avez évoqué tout à l'heure en troisième partie d'émission, c'était la question du renouvellement de la classe politique. Boris l'a rappelé, le Cameroun, c'est un pays jeune, avec un potentiel extraordinaire, une population bien formée. C'est vrai qu'on a rappelé tout à l'heure la précarité et l'insuffisance des infrastructures en matière d'éducation dans les provinces du septentrion. Mais en réalité, nous avons au Cameroun une population, un capital humain qui est remarquable. Donc nous avons une base à partir de laquelle on peut renouveler l'existant, on peut renouveler les élites, on peut renouveler la classe politique. La deuxième, on a évoqué tout à l'heure la question de l'État postcolonial, la gouvernance, l'autocratie, la figure consacrée du président et ce que effectivement peuvent apporter
la culture anglophone. Au Cameroun, c'est ce rapport à l'État, c'est ce lien d'autonomisation des populations à qui on rend compte, à qui les députés, les ministres, les responsables de l'État rendent compte par des mécanismes divers. Donc je pense que le Cameroun devrait aller vers cela, parce que on est redevable de tout au Cameroun. Quand vous avez une canne féminine, on dit merci au président. Quand on attribue des médailles, on dit merci au ministre. Quand on attribue un sac de riz, on dit merci à la première dame. Quand on a des populations qui doivent bénéficier parce qu'elles sont contribuables, parce que le Cameroun produit des richesses, à l'Est, tout à l'heure Boris l'a rappelé, comment expliquer que l'Est Cameroun produise autant de milliards en termes d'exportation de grumes et que la province, que la région qui est la plus vaste du Cameroun au passage, n'est pas les 10% du taux d'infrastructure routière, sanitaire, éducative au Cameroun. C'est une aberration, une absurdité absolument incroyable et inacceptable. Et il y a un dernier point, c'est enfin que le Cameroun puisse, que ce soit en termes d'alternatives, parce que la classe politique est en défi, effectivement, sur le plan programmatique de proposer quelque chose, que le Cameroun puisse connaître aussi une alternance pour respirer. Nettoyer les écuries d'Augias, on a essayé de le faire avec l'opération Épervier, qui est une opération d'épuration politique dans sa substance. On a essayé un certain nombre de réformes depuis 30 ans sur le plan économique. On n'a pas vu à l'horizon une émergence, sinon dans les slogans. On a essayé pas mal de choses au Cameroun, mais on voit très très bien qu'on a des problèmes basiques. Alors, il faut enfin qu'à la tête de l'État au Cameroun, que la gouvernance du Cameroun puisse changer, tout au moins le portrait qui est accroché, le portrait officiel qui est accroché dans tous les bureaux et chez tous les Camerounais. On l'aura entendu que le portrait qui est accroché dans tous les bureaux au Cameroun puisse changer. On espère avoir apporté quelques éléments de réponse. Je me tourne rapidement vers Boris Berthold. Rapidement, à votre avis, d'où peut venir la solution? Boris Berthold. De mon point de vue, en une minute, je dirais que le gouvernement de Biya, M. Biya, aujourd'hui, est dans l'incapacité d'apporter des réponses structurelles aux problèmes anglophones, parce que c'est un État néo-patrimonial qui subit sur la base de la corruption, du clientélisme, qui a entretenu une personnification du pouvoir. Donc, la question anglophone est une question plus profonde qui ne mérite pas des remèdes cosmétiques tels que la nomination de certains ministres, telle que une tentative de réponse aux problèmes corporatistes. C'est une question qu'il faut prendre à bras le corps et qui, et peut-être à terme, devrait nous amener à poser la question du fédéralisme au Cameroun. Donc, la principale solution, de mon point de vue, ne réside que dans l'alternance politique à la tête de l'État. Merci beaucoup à nos invités de ce soir, Boris Berthold et Abdelaziz Moundé. Comme je le disais, on espère avoir apporté quelques éléments de réponse à ce qui s'est vu, comment essayer de comprendre ce qui s'est vu dans les deux provinces anglophones du Cameroun. Rendez-vous est pris mardi prochain pour une autre émission de Tam Tam Tropical. Bonne soirée. Siècle avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale